Dans la cabine de première classe d'un avion rutilant, une hôtesse de l'air, Clara Hensley, fend l'allée d'un pas rageur, ses talons claquant comme des coups de fouet sur le sol feutré. Ses yeux, perçants, se verrouillent sur un homme assis près du hublot, un homme qui ose occuper un siège qu'elle juge indigne de lui. Sans vérifier son billet, sans même lui demander son nom, elle s'arrête net devant lui, le visage crispé par une colère froide, et lâche d'une voix tranchante. « Monsieur, vous devez quitter ce siège, immédiatement. » L'homme, David Okoye, ne bronche pas. Calme, élégant dans son costume sobre mais coûteux, il la fixe avec une sérénité qui semble défier son autorité. Autour d'eux, les passagers tournent la tête, les chuchotements s'élèvent, l'air devient lourd, saturé de tension. Mais ce que Clara ignore, ce qu'elle ne peut même pas imaginer, c'est que l'homme qu'elle tente d'humilier publiquement n'est autre que le propriétaire de la compagnie aérienne. Dans quelques instants, elle va regretter chaque mot, chaque geste, chaque seconde de son arrogance. Si cette histoire d'injustice vous révolte déjà, cher lecteur, montrez votre indignation. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour exiger que la vérité triomphe. Clara, hôtesse chevronnée, avance dans l'allée étroite de la cabine, son uniforme impeccable, ses cheveux tirés en un chignon si parfait qu'il semble sculpté. Depuis des années, elle arpente ses couloirs, certaine de son autorité, fière de son rôle. Elle connaît les règles, elle les fait respecter, et rien ne la satisfait plus que l'ordre qu'elle impose. Les passagers de première classe, elle les repère au premier coup d'œil, costume sur mesure, montre clinquante, une assurance qui frôle l'arrogance, mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Son regard s'arrête sur David, confortablement installé, ajustant sa montre avec une nonchalance qui la dérange. Il est grand, bien habillé, son costume gris anthracite taillé à la perfection, ses chaussures cirées brillant sous la lumière tamisée. Pourtant, pour une raison qu'elle ne s'explique pas, il ne correspond pas. Il n'a pas l'attitude ostentatoire qu'elle associe aux habitués de la première classe. Il est trop discret, trop différent. Une colère sourde monte en elle, alimentée par un instinct qu'elle ne questionne pas. Elle s'approche, ses lèvres pincées, et lâche d'un ton faussement poli mais cinglant. « Monsieur, êtes-vous certain d'être à la bonne place? » David lève les yeux, son visage impassible. Sans un mot, il glisse la main dans sa poche, en sort son billet d'embarquement et le lui tend. Clara y jette un coup d'œil distrait, à peine une seconde, avant de le lui rendre avec un geste sec. « Je vais devoir vous demander de quitter ce siège, » déclare-t-elle, sa voix plus dure maintenant. La première classe est réservée aux passagers prioritaires. Les mots claquent comme une gifle, et autour d'eux, la cabine s'anime. Les têtes se tournent, les murmures s'intensifient. Une femme ajuste ses lunettes, un homme baisse son journal, tous captivés par le spectacle qui se déroule. À quelques sièges de là, un passager, M. Bradley, un homme d'affaires bedonnant au costume trop serré, ricane bruyamment. « Eh bien, on dirait que quelqu'un s'est trompé de cabine », lance-t-il, son ton dégoulinant de mépris. Il jette un regard complice à Clara, comme pour l'encourager. « Faites-le sortir, ma chère, on ne veut pas de resquilleurs ici. » Ces mots, teintés d'une malveillance à peine voilée, font tressaillir plusieurs passagers. Une vieille dame, Madame Patel, serre son sac contre elle, ses lèvres tremblantes, mais elle ne dit rien. La tension monte, l'injustice est palpable, et l'indignation commence à gronder dans la cabine. David, lui, reste de marbre. Il hausse un sourcil, un geste si subtil qu'il pourrait passer inaperçu, mais qui porte une autorité naturelle. « C'est ma place », dit-il simplement, sa voix grave et posée, presque aimable, mais avec une fermeté qui fait vaciller Clara l'espace d'un instant. Pourtant, elle ne recule pas. Elle a vu des passagers comme lui, pense-t-elle, des gens qui croient pouvoir s'en tirer avec un peu d'aplomb, qui s'imaginent qu'ils peuvent usurper une place qui ne leur appartient pas sous sa garde, pas aujourd'hui. « Je ne sais pas comment vous avez obtenu ce billet, » rétorque-t-elle, baissant la voix pour donner un semblant d'intimité à sa réprimande, mais son ton est chargé de suspicion. « Mais je vous demande de rejoindre l'économie avant le décollage. » Elle croise les bras, sûre de son pouvoir, certaine que cet homme va plier, comme tous les autres avant lui. Mais David ne bouge pas. Il la fixe un long moment, ses yeux sombres scrutant les siens, comme s'il voyait à travers elle, comme s'il comprenait quelque chose qu'elle ignore encore. Puis, sans un mot, il sort son téléphone, tape un message rapide et le range dans sa poche. «
Je vais attendre ici, dit-il, ses mains croisées sur ses genoux, son calme presque provocateur. Clara sent une chaleur lui monter au visage. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Normalement, les passagers obtempèrent. Ils bafouillent, s'excusent, se lèvent. Mais cet homme refuse de jouer son rôle. Elle redresse les épaules, bien décidée à ne pas perdre la face. Elle a l'autorité, elle a le pouvoir, et elle ne laissera pas un passager, aussi sûr de lui soit-il, remettre en question son contrôle. « Très bien », lâche-t-elle, sa voix tremblant légèrement de colère contenue. « Si vous ne bougez pas, je ferai appel à la sécurité. » Le mot « sécurité » résonne dans la cabine, et les murmures s'amplifient. Madame Patel baisse les yeux, mal à l'aise, tandis que M. Bradley éclate d'un rire gras. « Voilà qui va pimenter le vol !» s'exclame-t-il, attirant l'attention d'autres passagers. Une jeune femme, Lila, une hôtesse junior qui observe la scène depuis l'arrière de la cabine, se mord la lèvre. Elle sait que Clara va trop loin, mais elle n'ose pas intervenir. Pas encore. Elle sent l'injustice, elle voit les regards choqués des autres passagers, mais sa peur de contredire une supérieure la paralyse. Clara, elle, ne remarque rien de tout cela. Elle est trop concentrée sur David, sur son refus de plier, sur l'affront qu'il représente à son autorité. Mais ce que Clara ne sait pas, ce qu'elle ne peut pas savoir, c'est que son monde est sur le point de s'effondrer. Quelques minutes plus tard, l'interphone grésille, brisant le silence tendu de la cabine. « Hôtesse en chef, veuillez vous présenter immédiatement dans le cockpit. » La voix du capitaine est froide, autoritaire, et fait tressaillir Clara. Son estomac se noue. Le capitaine ne l'appelle jamais, sauf en cas d'urgence. Elle jette un dernier regard à David qui n'a pas bougé, toujours aussi calme, presque serein. Elle tourne les talons, ses pas rapides et saccadés, et se dirige vers l'avant de l'avion, ignorant les regards des passagers qui la suivent. Dans le cockpit, le capitaine Ruiz, un homme aux cheveux grisonnants et au visage marqué par des années d'expérience, l'attend, le téléphone de bord encore en main. Derrière lui, sur un écran, une femme en tailleur, visiblement une cadre de la compagnie, la fixe avec un regard glacial. « Avez-vous retiré un passager de la première classe ?» demande la femme, sa voix calme mais lourde de sous-entendu. Clara redresse le menton, tentant de masquer son malaise. « Oui », répond-elle, sa voix ferme. Il n'avait pas sa place là-bas. Un silence pesant s'installe. La femme sur l'écran plisse les yeux. Vous venez de retirer le propriétaire de cette compagnie aérienne de son propre siège. Les mots frappent Clara comme un coup de poing. Le propriétaire? Impossible. Elle a vu des PDG, des célébrités, des politiciens, mais cet homme, ce David Okoye, n'avait rien de tout cela. Il était trop discret, trop ordinaire, trop différent de l'image qu'elle se faisait d'un homme de pouvoir. Le capitaine Ruiz la fixe, son regard chargé de déception. « Vous n'avez pas vérifié le manifeste, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Vous n'avez pas confirmé son billet. Vous avez agi sur une supposition. Sur quoi, exactement ?» Clara ouvre la bouche, mais aucun mot n'en sort. Son esprit s'emballe, cherchant une excuse, une justification, n'importe quoi pour échapper à ce cauchemar. Je pensais qu'il y avait une erreur, balbutie-t-elle enfin, mais les mots sonnent creux, même à ses propres oreilles. La femme sur l'écran secoue la tête. Vous avez humilié le propriétaire de cette compagnie devant une cabine entière de passagers. Et pourquoi? Parce qu'il ne ressemblait pas à un passager de première classe? Clara sent ses jambes trembler. Elle a toujours été la meilleure, celle qui maintient l'ordre, celle qui ne fait jamais d'erreur. Mais maintenant, elle voit l'ampleur de son erreur, et elle est colossale. Nous discuterons de vos actions après l'atterrissage, poursuit la femme, son ton implacable. Pour l'instant, vous allez retourner en première classe, présenter vos excuses à M. Okoye et le raccompagner à son siège. Clara sent son estomac se retourner. S'excuser, publiquement, elle, l'hôtesse en chef, celle qui donne des ordres, pas celle qui les reçoit. Le capitaine Ruiz lui fait un signe de tête vers la porte, mettant fin à la discussion. Il n'y a pas d'échappatoire. Elle ravale sa fierté, tourne les talons et repart dans l'allée, chaque pas plus lourd que le précédent. Les regards des passagers la transpercent, leurs chuchotements sifflent à ses oreilles comme des accusations. Quand elle arrive en première classe, David est toujours là, assis, immobile, son regard fixé sur le hublot. Il n'a pas bougé, n'a pas fait de scandale, n'a même pas réagi à son humiliation. Il a simplement attendu.
Clara s'arrête près de lui, sentant le poids de tous les regards. Sa voix, d'habitude si assurée, tremble légèrement. « Monsieur », commence-t-elle, les mots lui écorchant la gorge, « il y a eu un malentendu. » Le silence qui suit est insupportable. Les passagers retiennent leur souffle, attendant la suite. David tourne lentement la tête vers elle, son expression indéchiffrable. « Un malentendu ?» répète-t-il, sa voix douce mais lourde d'une ironie mordante. « C'est ainsi que vous appelez ça ?» Clara sent une vague de chaleur lui monter au visage. Elle s'attendait à ce qu'il accepte ses excuses, qu'il passe à autre chose, mais il ne lui facilite pas la tâche. « Oui, » dit-elle précipitamment, désespérée de mettre fin à cette épreuve. « C'était une erreur, je vous prie de rester à votre place en première classe. » Mais David ne bouge pas. Il incline légèrement la tête, ses yeux ne quittant pas les siens. « Dites-moi, » dit-il, sa voix si calme qu'elle en devient terrifiante. « Quand vous m'avez vu, qu'est-ce qui vous a fait penser que je n'avais pas ma place ici? » La question la fige sur place. Elle ne s'attendait pas à cela, pas à devoir s'expliquer, pas à devoir mettre des mots sur ce qu'elle a fait. Elle hésite, cherchant une réponse, mais le silence s'étire, accusateur. Monsieur Bradley, toujours à quelques sièges de là, ricane à nouveau. « Oh, allez, c'est juste une vérification. Pas de quoi en faire un drame, » lance-t-il, son ton dégoulinant de mépris. Cette fois, plusieurs passagers se tournent vers lui, outrés, mais Clara ne dit rien. Elle reste figée, incapable de répondre à David, incapable de confronter M. Bradley, incapable de faire quoi que ce soit pour réparer ce qu'elle a brisé. David secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. « Vous n'avez demandé son billet à personne d'autre ici, » dit-il, sa voix toujours posée mais tranchante comme une lame. « Juste à moi. » Les mots s'abattent sur Clara comme une sentence. Elle sait qu'il a raison. Elle n'a pas vérifié les autres passagers, pas questionné M. Bradley ou les autres hommes en costume. Elle a vu David et a décidé, en une fraction de seconde, qu'il n'appartenait pas à cet endroit. Les murmures des passagers s'amplifient, certains secouent la tête, d'autres murmurent des mots comme « scandaleux » ou « inacceptable ». Madame Patel, les yeux brillants de larmes contenues, chuchote à sa voisine. « J'ai vu ça toute ma vie. » Lila, toujours en retrait, baisse les yeux, rongée par la culpabilité de ne pas avoir parlé. David détache lentement sa ceinture, se lève, sa présence imposante emplissant l'espace. Mais au lieu de suivre Clara, il sort son téléphone, tape un autre message, puis la fixe droit dans les yeux. « On verra ce qui se passe à l'atterrissage, » dit-il, sa voix basse mais chargée d'une promesse qui fait frissonner Clara. Puis, sans un mot de plus, il se rassoit, la laissant plantée là, exposée, humiliée devant une cabine entière. Les passagers murmurent de plus belle, certains échangent des regards choqués, d'autres tapent déjà sur leur téléphone, probablement pour partager l'incident sur les réseaux sociaux. Clara sent son autorité s'effriter, son assurance fondre comme neige au soleil. Elle tourne les talons, ses jambes tremblantes, et se dirige vers le galet, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Elle était censée avoir le contrôle, mais maintenant, elle n'a plus rien. Dans le galet, Lila l'observe, hésitante. « Clara, tu vas bien ?» demande-t-elle, sa voix timide. Clara se retourne, les yeux flamboyants. « Occupe-toi de tes affaires !» crache-t-elle, sa voix tremblante de rage et de honte. Lila recule, mais son regard trahit une pointe de pitié. « Tu sais qui c'est, n'est-ce pas ?» murmure-t-elle, presque à contre-cœur. Clara se fige, ses doigts serrant le bord du comptoir. « Quoi ?» Lila baisse la voix, comme si elle craignait d'être entendue. « C'est David Okoye, le propriétaire de la compagnie. » Les mots frappent Clara comme un coup de massue. Son souffle se coupe, ses mains tremblent. Elle veut nier, refuser, crier que c'est impossible, mais au fond d'elle, elle sait. Elle revoit le calme de David, son assurance, la façon dont il n'a jamais haussé le ton, dont il a simplement attendu. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il savait que la vérité éclaterait d'elle-même. Et maintenant, Clara est seule avec l'ampleur de son erreur, une erreur qui pourrait tout lui coûter. Clara Hensley, encore tremblante de l'humiliation subie en première classe, s'efforce de reprendre contenance dans le galet, son refuge temporaire loin des regards accusateurs des passagers.
Ses mains, habituellement si sûres, tremblent en saisissant un plateau de verre, le cliquetis des glaçons trahissant son agitation intérieure. Elle, l'hôtesse en chef, celle qui imposait l'ordre avec une assurance implacable, se sent maintenant comme une intruse dans son propre domaine. Chaque murmure des passagers, chaque regard furtif qu'elle perçoit à travers la cloison fine du galet, lui rappelle l'ampleur de son erreur. Elle a osé défier David Okoye, le propriétaire de la compagnie aérienne, l'homme qu'elle a humilié sans même vérifier son billet, poussée par une certitude aveugle et des préjugés qu'elle refuse encore d'admettre. La honte la consume, mais c'est la colère, contre elle-même, contre David, contre cette situation qui échappe à son contrôle, qui domine. Elle veut reprendre la main, rétablir son autorité, mais au fond d'elle, une peur sourde s'installe. Et si tout cela n'était que le début de sa chute? L'injustice qu'elle a perpétrée, amplifiée par l'arrogance de M. Bradley et l'inaction des autres, plane comme une ombre menaçante. La tension dans la cabine est palpable, et pour Clara, le véritable orage ne fait que commencer. Dans le galet, Lila, la jeune hôtesse, l'observe en silence, ses yeux pleins d'une compassion que Clara trouve insupportable. « Clara, tu devrais peut-être parler à quelqu'un » murmure Lila, sa voix hésitante, presque étouffée par la peur de provoquer une nouvelle explosion. Clara se retourne, ses yeux lançant des éclairs. « Parler » crache-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Tu crois que parler va effacer ce qui vient de se passer? Occupe-toi de tes passagers et laisse-moi gérer. » Lila baisse les yeux, mais son silence est éloquent. Elle sait que Clara est dans le déni, qu'elle s'accroche à une façade d'autorité qui s'effrite à chaque seconde. Clara, elle, se force à respirer profondément, à reprendre le contrôle. Elle ne peut pas craquer, pas maintenant, pas devant une subalterne, pas devant les passagers qui murmurent encore dans la cabine. Mais chaque son, chaque chuchotement, chaque ricanement qu'elle imagine venir de M. Bradley, ce passager odieux qui a attisé le feu de son erreur, lui rappelle qu'elle a perdu quelque chose d'essentiel. Le respect. À quelques mètres de là, dans la cabine de première classe, M. Bradley continue de fanfaronner, inconscient ou indifférent à la tempête qu'il a contribué à déclencher. Franchement, ces gens qui croient pouvoir s'asseoir où ils veulent, lance-t-il à un autre passager, un homme en costume gris qui hoche la tête avec un sourire complice. L'hôtesse a bien fait de remettre les choses en ordre. On ne peut pas laisser n'importe qui en première classe, n'est-ce pas? Ces mots, lourds de sous-entendus racistes, flottent dans l'air, audibles par plusieurs passagers. Madame Patel, la vieille dame assise à quelques rangs, serre les lèvres, ses mains crispées sur son sac. Elle baisse les yeux, mais son visage trahit une douleur ancienne, celle d'avoir entendu ces mêmes remarques, ces mêmes jugements, toute sa vie. Une jeune femme à côté d'elle, une étudiante nommée Aïcha, chuchote. « C'est honteux. Comment peut-il dire ça ?» Madame Patel secoue la tête doucement. « Ma chère, ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. » Leur échange, discret mais chargé d'émotion, ajoute une couche de colère à l'atmosphère déjà tendue. Les passagers commencent à se regarder, certains outrés, d'autres mal à l'aise, mais personne n'ose confronter M. Bradley directement. Cette inaction, cette complicité silencieuse, ne fait qu'amplifier l'injustice, et l'indignation gronde comme un feu sous la cendre. David Okoye, lui, reste imperturbable dans son siège 3A. Il ajuste ses manchettes, son regard fixé sur son téléphone, comme si rien de tout cela ne l'atteignait. Mais ce calme n'est pas de la passivité. C'est une arme, une force contenue qui intimide par sa seule présence. Il n'a pas besoin de hausser le ton, de faire un scandale, car il sait que la vérité est de son côté. Il sait aussi que Clara, là-bas dans son galet, est en train de s'effondrer sous le poids de son erreur. Quelques minutes plus tôt, il a s'échangé un regard avec le capitaine Ruiz, un hochement de tête discret, un signe de reconnaissance mutuelle. Le capitaine, un homme d'expérience qui a vu bien des tempêtes, sait qui est David. Il sait aussi que cet incident ne restera pas sans conséquences. Alors que Clara tente de se ressaisir, l'interphone grésille à nouveau. « Hôtesse en chef, veuillez préparer la cabine pour la descente. » La voix du capitaine est neutre, mais pour Clara, elle sonne comme un glas. L'atterrissage approche et avec lui, le moment où elle devra affronter les répercussions de ses actes. Clara sort du galet, le menton relevé, déterminée à sauver les apparences. Elle parcourt l'allée, distribuant des sourires forcés, ramassant des gobelets,
vérifiant les ceintures de sécurité. Mais les passagers la regardent différemment maintenant. Certains évitent son regard, d'autres la fixent avec un mélange de curiosité et de jugement. Elle sent leurs yeux sur elle, comme des aiguilles perçant sa façade d'assurance. Lorsqu'elle passe près de M. Bradley, celui-ci lui lance un clin d'œil complice, comme s'il partageait un secret. « Bien joué tout à l'heure », murmure-t-il, assez fort pour que plusieurs passagers l'entendent. Clara se fige, son cœur battant à tout rompre. Elle devrait le reprendre, lui dire que ses commentaires sont inacceptables. Mais elle ne dit rien. Elle se contente de hocher la tête, un geste mécanique avant de poursuivre son chemin. Ce silence, cette complicité involontaire, est une nouvelle trahison, non seulement envers David, mais envers tous ceux qui ont entendu les paroles de M. Bradley et attendu qu'elle agisse. Aïcha, l'étudiante, secoue la tête, dégoûtée. « Elle ne va rien faire », murmure-t-elle à Madame Patel, qui soupire lourdement. « Ils ne font jamais rien. » Dans le cockpit, le capitaine Ruiz termine une conversation par téléphone avec un cadre supérieur de la compagnie. Son visage est grave, ses lèvres pincées. « Oui, monsieur, je comprends. Je m'en occupe. » Jason, il raccroche, jette un coup d'œil à l'écran où des plaintes de passagers affluent déjà, toutes pointant du doigt l'incident en première classe. Certaines mentionnent Clara par son nom, d'autres décrivent l'attitude de M. Bradley, et plusieurs font référence à David, louant son calme face à l'humiliation. Ruiz secoue la tête, déçu. Il a toujours respecté Clara pour son professionnalisme, mais aujourd'hui, elle a franchi une ligne. Il ouvre la porte du cockpit et jette un regard dans la cabine. Ses yeux se posent sur David, toujours assis, toujours maître de lui-même. Les deux hommes échangent un nouveau hochement de tête, un accord tacite. Quelque chose va se passer et Clara n'est pas prête. Alors que l'avion entame sa descente, Clara sent la pression monter. Chaque minute qui passe la rapproche du moment où elle devra descendre de cet avion, affronter les conséquences de ses actes. Elle tente de se concentrer sur les tâches routinières, vérifier les sièges, ranger les plateaux, mais ses mains tremblent, son souffle est court. Elle jette un coup d'œil vers David, espérant peut-être un signe de clémence, un regard qui lui dirait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais David ne la regarde pas. Il est absorbé par son téléphone, tapant un message avec une précision méthodique. Ce calme, cette indifférence, la rend folle. Elle veut qu'il réagisse, qu'il crie, qu'il lui donne une excuse pour se défendre, mais il ne lui donne rien, et c'est ce qui la terrifie le plus. Soudain, l'interphone grésille à nouveau, et la voix du capitaine Ruiz emplit la cabine. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis après l'atterrissage. Nous devons régler une question interne avant le débarquement. » Les mots tombent comme une sentence. Les passagers échangent des regards confus. Certains murmurent, d'autres se redressent, sentant que quelque chose de grave se prépare. Clara, elle, sent son estomac se nouer. Elle tourne la tête vers la fenêtre et aperçoit, au loin, des agents de sécurité en uniforme postés près de la passerelle. Son souffle se coupe. Ce n'est pas pour un passager turbulent, ce n'est pas pour une alerte quelconque. C'est pour elle. Elle le sait. Elle agrippe le dossier d'un siège, ses articulations blanchissant sous la pression. Les passagers la regardent maintenant sans chercher à dissimuler leur curiosité. M. Bradley, toujours aussi arrogant, hausse les épaules. « Bah, probablement une formalité », dit-il à son voisin, mais sa voix manque de conviction. L'avion touche le sol avec une secousse et le rugissement des moteurs s'apaise. Clara sent son cœur battre à tout rompre. Elle veut disparaître, s'enfuir, mais il n'y a nulle part où aller. Les agents de sécurité sont là, visibles à travers les hublots, leurs silhouettes imposantes comme une menace silencieuse. Le signal des ceintures s'éteint, mais personne ne bouge. L'air est lourd, chargé d'attente. Le capitaine Ruiz sort du cockpit, son visage impassible. Il ne regarde pas Clara tout de suite. Ses yeux se posent d'abord sur David, un échange silencieux, une reconnaissance mutuelle. Puis, il se tourne vers elle. « Clara », dit-il, sa voix basse mais ferme. « Dans le galet, maintenant. » Le ton ne laisse aucune place à la discussion. Clara sent ses jambes trembler, mais elle force ses pieds à bouger. Chaque pas vers le galet est une épreuve, chaque regard des passagers une accusation. Dans le galet, elle trouve non seulement le capitaine, mais aussi un homme en costume gris, M. Chen, le directeur des opérations de la compagnie.
Il tient une tablette, son visage fermé, professionnel, mais ses yeux trahissent une colère contenue. Que s'est-il passé sur ce vol? Demande-t-il sans préambule, sa voix tranchante. Clara redresse les épaules, tentant de retrouver une once de dignité. Il y a eu un malentendu avec un passager en première classe, dit-elle, sa voix plus faible qu'elle ne le voudrait. J'ai géré la situation. Monsieur Chen hausse un sourcil, un geste qui la fait frémir. Gérer? Répète-t-il, presque moqueur. Il fait glisser sa tablette vers elle, et ce qu'elle voit lui glace le sang. Des plaintes de passagers, des dizaines, certaines anonymes, d'autres signées, toutes décrivant le même incident. Son traitement injuste de David Okoye, son refus de vérifier son billet, son humiliation publique. Mais il y a plus. Certaines plaintes mentionnent d'autres vols, d'autres incidents, où Clara a questionné des passagers sans raison valable, où elle a fait preuve d'un zèle discriminatoire. Une plainte signée par Madame Patel raconte comment Clara, sur un vol précédent, l'avait interrogée sur son billet avec un ton si condescendant qu'elle s'était sentie moins qu'humaine. Clara sent ses jambes vaciller. Je ne savais pas qu'il y avait des plaintes, murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Monsieur Chen la coupe net. Vous avez retiré un passager de première classe sans vérifier son billet. Vous avez enfreint le protocole, vous avez escaladé une situation sans raison, et cet homme que vous avez humilié n'était pas n'importe qui, c'était David Okoye, le propriétaire de cette compagnie. Les mots s'abattent sur elle comme une tempête. Elle savait, bien sûr, mais l'entendre ainsi, avec une telle finalité, la fait vaciller. « J'ai fait une erreur », dit-elle précipitamment, la panique montant dans sa voix. « Je le comprends maintenant. » Monsieur Chen la fixe, ses doigts tambourinant sur la tablette. « Une erreur ?» répète-t-il. « Pourquoi avez-vous assumé qu'il n'avait pas sa place en première classe ?» La question la paralyse. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle ne peut pas répondre, parce qu'au fond, elle connaît la vérité. Elle n'a pas questionné les autres passagers. Elle n'a pas demandé à M. Bradley de montrer son billet, ni à l'homme en costume gris à côté de lui. Elle a vu David, et en une fraction de seconde, elle a décidé qu'il ne méritait pas d'être là. Cette vérité, qu'elle refuse encore d'admettre pleinement, la brûle de l'intérieur. M. Chen laisse le silence s'étirer, puis soupire. M. Okoye a déjà demandé une enquête interne. Vous êtes suspendu, avec effet immédiat, en attendant une investigation complète. Le mot « suspendu » résonne comme un coup de tonnerre. Clara sent ses yeux s'embuer, mais elle refuse de pleurer. Pas ici, pas maintenant. « S'il vous plaît, » murmure-t-elle, sa voix brisée. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» M. Chen secoue la tête. « Vous serez escorté hors de l'avion. Vous recevrez des instructions supplémentaires une fois l'enquête terminée. » Il fait un signe aux agents de sécurité qui se tiennent maintenant à l'entrée du galet. Clara sent son cœur se serrer. Elle tourne les yeux vers la cabine, cherchant un allié, un regard amical, mais il n'y a rien. Les passagers la fixent, certains avec satisfaction, d'autres avec un jugement silencieux. Et puis, elle le voit. David, toujours assis, toujours calme, la regardant sans colère, sans triomphe, juste avec une intensité qui la glace. Elle veut parler, s'excuser, expliquer, mais son regard lui dit tout. Il est trop tard pour les mots. Un agent de sécurité s'avance. « Madame, il est temps de partir, » dit-il, sa voix professionnelle mais ferme. Clara ravale un sanglot, redresse son uniforme comme si cela pouvait lui rendre sa dignité, et avance. Le trajet dans l'allée est une torture. Chaque pas résonne comme un aveu d'échec. Les murmures des passagers la suivent, leurs regards la transpercent. Monsieur Bradley, fidèle à lui-même, ricane doucement. « Quelle histoire !» lance-t-il, et Clara sent une vague de rage l'envahir. Cet homme, avec ses commentaires odieux, ses rires méprisants, n'a rien à craindre. Il est un passager élite, intouchable, et cette injustice la frappe de plein fouet. Madame Patel la regarde passer, ses yeux pleins de tristesse mais aussi d'une force tranquille. Aïcha, à côté d'elle, murmure. Elle mérite ce qui lui arrive. Clara entend, et chaque mot est un poignard. Elle atteint de la sortie, l'air froid de la passerelle la frappant comme une gifle. Derrière elle, la cabine reste silencieuse, mais l'écho de son humiliation résonne encore. Elle a embarqué dans cet avion comme une figure d'autorité. Elle en descend comme une paria, et le pire est encore à venir.
Clara Hensley traverse son appartement comme un fantôme, ses pas lourds résonnant dans le silence oppressant de la nuit. L'uniforme qu'elle portait ce matin, symbole de son autorité et de son identité, gît abandonné sur le dossier du canapé, froissée, inutile. Suspendue, humiliée, elle est désormais une étrangère dans sa propre vie, hantée par l'écho de ses propres erreurs. L'image de David Okoye, cet homme qu'elle a osé chasser de la première classe sans vérifier son billet, s'impose à elle sans relâche. Son calme imperturbable, son regard perçant qui semblait lire en elle, sa retenue face à son arrogance. Elle s'effondre sur le canapé, les mains pressées contre son visage, tentant de repousser la vague de honte et de colère qui menace de l'engloutir. Colère contre David, qui l'a laissé s'enfoncer dans sa propre chute sans un mot de protestation. Colère contre M. Bradley, ce passager odieux dont les remarques racistes ont attisé le feu de son erreur sans qu'il ne subisse la moindre conséquence. Colère contre elle-même, surtout, pour avoir cru qu'elle était juste, qu'elle était irréprochable, alors que ses actions ont révélé une vérité qu'elle refuse encore d'accepter pleinement. Elle a jugé, elle a discriminé, et maintenant, elle paie le prix. Mais le pire, c'est l'incertitude. Que va-t-il advenir d'elle? David Okoye, le propriétaire de la compagnie aérienne, tient son avenir entre ses mains, et ce silence, cette attente insoutenable, est une torture. L'injustice qu'elle a perpétrée, amplifiée par l'impunité de M. Bradley et l'indifférence du système, fait bouillir le sang de quiconque entendrait cette histoire. La tension est à son comble, et pour Clara, le véritable jugement ne fait que commencer. Son téléphone vibre sur la table basse, un son strident qui la fait sursauter. Elle hésite, craignant un courriel de la compagnie, une annonce de licenciement, un verdict final. Mais c'est un message d'Emma, une collègue et amie de longue date. « Clara, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde parle de toi. Tu vas bien? » Les mots, bien qu'inquiets, sont comme un coup de poignard. Bien sûr, les rumeurs se propagent. L'industrie aérienne est un petit monde, et une histoire comme la sienne, une hôtesse en chef escortée hors d'un avion après avoir humilié le propriétaire de la compagnie, voyage plus vite qu'un jet. Clara fixe l'écran, ses doigts tremblants au-dessus du clavier. Elle veut répondre, dire qu'elle va bien, qu'elle gère, mais ce serait un mensonge. Elle repose le téléphone, incapable de faire face à la curiosité, à la pitié, ou pire, au jugement de ses pairs. Elle se lève, arpente l'appartement, ses pensées tourbillonnant comme un orage. Elle revoit le visage de Madame Patel, cette passagère âgée dont les yeux tristes semblaient porter le poids d'une vie d'injustice similaire. Elle revoit Aïcha, la jeune étudiante dont le dégoût était palpable. Et elle revoit M. Bradley, ce passager élite dont les commentaires méprisants. Ces gens qui croient pouvoir s'asseoir où ils veulent, résonnent encore dans sa tête, intacts, impunis. L'idée qu'il ait pu quitter l'avion sans une réprimande, protégé par son statut de client privilégié, ravive une rage brûlante en elle. Comment est-ce possible? Comment un homme comme lui peut-il s'en tirer, alors qu'elle, pour une seule erreur, risque de tout perdre? Le lendemain matin, un courriel de la compagnie atterrit dans sa boîte de réception, aussi froid et formel qu'un couperet. Objet, convocation urgente. David Okoye demande à la rencontrer, aujourd'hui, à 10 heures, dans son bureau au siège de la compagnie. Clara sent son cœur s'accélérer. Pourquoi veut-il la voir? S'il voulait la licencier, un simple courriel aurait suffi. Cette convocation, ce face-à-face, est une énigme, et l'incertitude la ronge. Elle se prépare mécaniquement, choisissant une blouse sobre et un pantalon noir, abandonnant l'uniforme qui définissait son identité. En se regardant dans le miroir, elle ne reconnaît plus la femme qu'elle était hier matin, celle qui embarquait dans l'avion avec une assurance inébranlable. Cette femme est morte sur la passerelle, sous les regards des passagers et des agents de sécurité. Maintenant, elle n'est qu'une ombre, une accusée en sursis, marchant vers un jugement dont elle ignore l'issue. Le trajet jusqu'au siège de la compagnie est un supplice. La ville défile à travers la vitre de sa voiture, indifférente à son tourment. Lorsqu'elle arrive au bâtiment, un monolithe de verre et d'acier orné du logo de la compagnie, elle sent ses jambes trembler. Le hall d'entrée est un balai d'employés pressés, de costumes impeccables et de conversations feutrées. Personne ne la remarque, mais elle se sent exposée, comme si chaque regard pouvait deviner son humiliation. À l'accueil, une réceptionniste lève à peine les yeux. « Monsieur Okoye vous attend. Dernier étage. »
L'ascenseur, avec ses parois miroitantes, est une cage qui l'emprisonne dans ses propres pensées. Chaque étage qui passe fait monter la pression. Chaque dingue du mécanisme est un compte à rebours vers l'inévitable. Quand les portes s'ouvrent enfin, elles pénètrent dans un espace ouvert, élégant, où les baies vitrées offrent une vue vertigineuse sur la ville. Et là, derrière un bureau en ébène, se tient David Okoye, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, aussi calme et maître de lui qu'il l'était dans l'avion. Il ne se lève pas, ne sourit pas, se contente de lui faire signe de s'asseoir. « Asseyez-vous » dit-il, sa voix grave, posée, mais chargée d'une autorité naturelle qui la fait frissonner. Clara s'installe, ses mains crispées sur ses genoux pour masquer leur tremblement. Un silence s'installe, lourd, suffocant. Puis, enfin, il parle. « Dites-moi, Clara, » commence-t-il, ses yeux ne quittant pas les siens. « Pourquoi pensez-vous être ici ?» La question est un piège, elle le sait. Elle déglutit, cherchant ses mots. « Parce que j'ai fait une erreur, » murmure-t-elle, sa voix tremblante. « Quelle erreur ?» insiste-t-il, sans la moindre trace de clémence. Clara sent sa gorge se serrer. Elle sait qu'il ne lui offrira pas de réponse facile, qu'il la force à affronter la vérité. « J'ai assumé que vous n'étiez pas à votre place en première classe, » avoue-t-elle, chaque mot lui arrachant un morceau de fierté. « Je n'ai pas vérifié votre billet, j'ai agi sans réfléchir. » Les mots sont amers, mais ils sont vrais, et les dire à voix haute la fait vaciller. David hoche la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il se penche en avant, sort un document d'un dossier et le fait glisser vers elle. Clara le prend, ses doigts tremblants. C'est un rapport de plainte, mais pas seulement celle de ce vol. Des pages entières, des dizaines de témoignages, certains datant d'années, décrivent des incidents où elle a questionné des passagers sans raison, où elle a fait preuve d'un zèle discriminatoire, où elle a fait sentir à certains qu'ils n'étaient pas à leur place. Une plainte, signée par Madame Patel, raconte un vol où Clara l'avait interrogée sur son billet avec un ton si méprisant qu'elle avait passé le reste du voyage à se sentir invisible. Une autre, anonyme, mentionne un jeune homme sommé de prouver son droit à être en première classe, uniquement parce qu'il ne correspondait pas au profil. Clara sent le sang quitter son visage. « Je ne savais pas qu'il y avait autant de plaintes, » balbutie-t-elle, sa voix à peine audible. David secoue la tête. « Non, vous ne saviez pas. Parce que personne ne vous a jamais forcé à regarder. » Ces mots la frappent comme un coup de poing. Elle veut protester, dire qu'elle n'est pas ce genre de personne, qu'elle n'a jamais voulu faire de mal, mais les preuves sont là, étalées devant elle. David se penche en avant, son regard perçant. « Vous savez ce que je pense ?» dit-il, sa voix toujours calme mais lourde d'une vérité implacable. « Je ne pense pas que vous soyez une mauvaise hôtesse. Je ne pense pas que vous vous leviez le matin en cherchant à blesser quelqu'un. Mais je pense que vous faites ce métier depuis si longtemps que vous avez cessé de vous poser des questions. Vous avez cessé de voir le schéma. » Clara sent ses yeux s'embuer, mais elle refuse de pleurer. « Pas ici, pas devant lui. Vous pensiez appliquer les règles, » poursuit-il. « Mais ces règles semblaient s'appliquer à certaines personnes plus qu'à d'autres, n'est-ce pas? » La vérité de ces paroles est insupportable. Clara a toujours cru qu'elle était juste, qu'elle traitait tout le monde de la même manière, mais maintenant, elle ne peut plus se mentir. Elle revoit les visages des passagers qu'elle a questionnés, ceux qu'elle a regardés avec suspicion, ceux qu'elle a jugés avant même qu'ils ne parlent. Elle revoit M. Bradley, cet homme qui a proféré des remarques racistes sans la moindre conséquence, et elle réalise qu'elle n'a rien fait pour l'arrêter. Elle était complice, par son silence, par son inaction. Cette pensée la rend malade. David laisse le silence s'étirer, la forçant à affronter l'ampleur de ce qu'elle a fait. Puis, il parle à nouveau. « Vous êtes suspendu. Cela ne changera pas. Mais ce qui se passe ensuite, cela dépend de vous. » Clara cligne des yeux, confuse. « Que voulez-vous dire? » David sort un autre document et le pose devant elle. Ce n'est pas une lettre de licenciement, mais un formulaire d'inscription à un programme de formation obligatoire, sensibilisation au biais, cours sur la diversité et l'inclusion, 6 mois de suivi strict, avec une réévaluation avant toute réintégration. Elle fixe le papier, abasourdie.
Elle s'attendait à un licenciement, à une fin brutale, pas à « ceci ». Une chance, une épreuve. « Vous voulez une seconde chance ?» demande David, son ton ferme mais sans colère. « Alors prouvez que vous la méritez. » Clara sent son cœur battre à tout rompre. Elle regarde le formulaire puis lève les yeux vers lui. « Pourquoi me donnez-vous cette chance ?» murmure-t-elle, sa voix brisée. David la fixe, son expression indéchiffrable. « Parce que je ne crois pas qu'il faille jeter les gens pour une seule erreur, mais je crois qu'il faut leur donner l'occasion de se regarder en face. » Il se penche en avant, sa voix baissant d'un ton. « Savez-vous combien de fois cela m'est arrivé ?» Clara retient son souffle. « Savez-vous combien de fois je suis entré dans une cabine de première classe et quelqu'un a assumé que je n'y avais pas ma place? Combien de fois on m'a demandé de prouver que j'avais le droit d'être là? Combien de fois on m'a regardé et décidé, avant même que je parle, que j'étais dans le mauvais siège? » Il marque une pause, ses yeux ne quittant pas les siens. « J'ai arrêté de compter. » Ces mots la frappent comme une vague. Elle n'avait jamais pensé à cela, jamais considéré que son geste, son jugement hâtif, faisait partie d'un schéma plus vaste, d'une injustice que des gens comme David subissaient chaque jour. Elle sent une boule se former dans sa gorge, un mélange de honte et de rage contre elle-même, contre le monde qui rend ces moments possibles. David se redresse, glissant le formulaire vers elle. « Signez, dit-il simplement. Ou partez, c'est votre choix. » Le poids de ce moment est écrasant. Clara fixe le papier, ses mains tremblantes. Elle pense à sa carrière, à tout ce qu'elle a construit, à l'identité qu'elle a forgée dans cet uniforme. Elle pense à M. Bradley, qui n'aura jamais à affronter une telle épreuve, protégé par son statut, son privilège. Cette injustice, cette impunité la rend folle de rage. Mais elle pense aussi à Madame Patel, à Aïcha, à tous ceux qu'elle a blessés sans le vouloir, sans même le voir. Elle pense à elle-même, à la femme qu'elle croyait être et à celle qu'elle doit devenir. Lentement, elle prend le stylo, ses doigts hésitants. Elle signe, son nom s'étalant sur la page comme un aveu, un engagement, une promesse incertaine. David prend le document, le range soigneusement, puis la fixe. « Vous commencez la semaine prochaine. Les ressources humaines vous enverront les détails. » Clara hoche la tête, encore sous le choc. Elle se lève, ses jambes faibles, et se dirige vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourne, poussée par un besoin qu'elle ne comprend pas tout à fait. « Je suis désolée, » murmure-t-elle, sa voix tremblante mais sincère. David la regarde, un instant, puis hoche la tête. « Bien, dit-il. Maintenant, prouvez-le. » Ces mots résonnent en elle comme un défi, non seulement envers lui, mais envers elle-même. Elle sort du bureau, le couloir s'étendant devant elle comme un chemin inconnu. Pour la première fois, elle ne sait pas où elle va, mais elle sait une chose, elle ne sera plus jamais la femme qui est montée dans cet avion hier matin. Dehors, l'air frais la frappe comme un rappel brutal de la réalité. Elle marche sans but, ses pensées tourbillonnant. Elle revoit le sourire narquois de M. Bradley, l'indifférence de la compagnie face à ses remarques, et une rage nouvelle monte en elle. Comment un homme comme lui peut-il s'en tirer, alors qu'elle doit tout reconstruire? Mais elle pense aussi à David, à sa clémence inattendue, à la chance qu'il lui a donnée, une chance qu'il n'était pas obligé d'offrir. Elle pense à Madame Patel, à ses yeux tristes, à ses mots murmurés. « J'ai vu ça toute ma vie. » Pour la première fois, Clara commence à comprendre ce que cela signifie, ce que cela fait de vivre dans un monde où l'on est jugé avant même d'ouvrir la bouche. Elle sort son téléphone, ouvre un message et tape 2 mots. « Merci ». Elle l'envoie à David, sachant qu'il n'a pas besoin de sa gratitude, mais qu'elle a besoin de l'exprimer. Elle range son téléphone, lève les yeux vers l'horizon, et pour la première fois, elle se demande non pas ce qu'elle va perdre, mais qui elle peut devenir. L'histoire de Clara Hensley, cette hôtesse de l'air suspendue après avoir jugé hâtivement un passager, résonne comme une fable moderne sur l'orgueil, l'erreur et la rédemption. En France, où l'on chérit l'idée de justice sociale tout en reconnaissant les complexités des interactions humaines, ce récit touche une corde sensible. Il nous invite à plonger dans les méandres de la honte, de la colère et de l'espoir, tout en nous poussant à tirer des leçons universelles pour mieux vivre ensemble. Clara traverse son appartement comme un spectre, hanté par ses erreurs. Cette image, si vivante, évoque une solitude pesante, un sentiment que beaucoup de Français peuvent comprendre dans une société où l'individualisme croît, mais où le regard des autres pèse lourd.
Sa colère contre David Okoye, contre M. Bradley, contre elle-même, reflète une lutte intérieure que nous connaissons tous, celle de reconnaître nos torts tout en cherchant des coupables extérieurs. En France, où l'on valorise l'introspection et la responsabilité personnelle, la détresse de Clara nous rappelle que l'orgueil peut aveugler, même les plus compétents. Son uniforme, abandonné sur le canapé, symbolise une identité brisée, un thème poignant dans une culture où le travail définit souvent la place dans la société. L'humiliation publique de Clara, amplifiée par les rumeurs dans son milieu professionnel, est une épreuve cruelle. Elle incarne cette peur universelle du jugement social, particulièrement aiguë dans une société française où l'honneur et la réputation sont précieux. Pourtant, c'est dans cette chute qu'elle commence à voir la vérité. Ses actions n'étaient pas isolées, mais s'inscrivaient dans un schéma de préjugés inconscients. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, est une première étape vers la transformation. Un concept cher à la philosophie française, de Sartre à Camus, qui insiste sur la capacité de l'individu à se réinventer face à l'absurde. L'histoire de Clara offre plusieurs leçons essentielles, applicables à notre vie quotidienne. Premièrement, elle nous enseigne l'humilité. Clara, convaincue de son bon droit, n'a pas vérifié le billet de David Okoye, aveuglée par ses préjugés. En France, où l'égalité est une valeur républicaine, ce rappel est crucial. Nous devons questionner nos jugements, surtout lorsqu'ils concernent l'apparence ou l'origine. Comme le dit un proverbe français, l'habit ne fait pas le moine. Cette humilité s'applique dans nos interactions quotidiennes, au travail, dans les transports ou même en famille, où un moment de pause peut prévenir des erreurs blessantes. Deuxièmement, l'histoire met en lumière l'importance de la responsabilité. Clara doit affronter non seulement son erreur récente, mais aussi un historique de plainte révélant un comportement discriminatoire. Cette confrontation brutale avec soi-même est une leçon pour chacun. Nous devons examiner nos actions passées, non pour nous flageller, mais pour grandir. En France, où l'on débat souvent de la mémoire collective et des erreurs historiques, cette introspection personnelle trouve un écho particulier. Accepter ses torts, comme Clara le fait en signant le formulaire de formation, est un acte de courage, une valeur célébrée dans la culture française. Troisièmement, l'histoire souligne l'injustice systémique. M. Bradley, avec ses remarques racistes, s'en tire sans conséquence, protégé par son statut. Cette impunité révolte, car elle rappelle les inégalités persistantes, même dans une société qui prône l'égalité. Pour les Français habitués à manifester contre les injustices, ce constat est un appel à l'action. Nous devons dénoncer les comportements discriminatoires, même lorsqu'ils émanent de personnes influentes. Comme le disait Victor Hugo, l'injustice quelque part est une menace pour la justice partout. Enfin, l'histoire de Clara illustre le pouvoir de la seconde chance. David Okoye, au lieu de la licencier, lui offre une opportunité de se racheter. Cette clémence, rare dans un monde souvent impitoyable, reflète une valeur humaniste française, la croyance en la rédemption. Cela nous incite à offrir, dans nos propres vies, des chances aux autres, un collègue qui a mal agi, un ami qui nous a déçus, tout en exigeant un effort sincère de leur part. Comment appliquer ces leçons dans notre quotidien? D'abord, pratiquons l'écoute active. Avant de juger, posons des questions, vérifions les faits, comme Clara aurait dû le faire avec le billet de David. Dans une société française où les débats sont passionnés, cette pause réflexive peut désamorcer les malentendus. Ensuite, engageons-nous dans une auto-évaluation régulière. Prenons le temps, peut-être lors d'un moment de calme, de réfléchir à nos interactions. Avons-nous agi avec équité? Avons-nous laissé des préjugés guider nos décisions? Ce travail d'introspection, ancré dans la tradition philosophique française, est essentiel pour évoluer. De plus, dénonçons les injustices, même petites. Si nous entendons une remarque discriminatoire comme celle de M. Bradley, intervenons avec tact mais fermeté. En France, où l'engagement citoyen est valorisé, chaque voix compte pour changer les mentalités. Enfin, offrons des secondes chances, mais avec des attentes claires. Comme David, donnons aux autres l'opportunité de se corriger, mais exigeons un engagement sincère. Cela renforce les liens humains et favorise une société plus tolérante. L'histoire de Clara Hensley n'est pas seulement un récit, c'est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous défie de regarder nos propres préjugés, d'assumer nos erreurs et de saisir les opportunités de changement.
Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à vos propres actions, alors agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien à des récits qui éveillent les consciences. Partagez-la avec vos amis, votre famille, pour qu'ensemble, nous puissions discuter de ces enjeux cruciaux. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris, comment vous comptez appliquer ces leçons dans votre vie. Ensemble, transformons les erreurs en opportunités, les préjugés en compréhension et les silences en dialogue. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une nouvelle histoire.